la création officielle de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, un nouveau document vient sceller la nature profonde de cette coalition. Les accords de l'Emera, signés le 23 octobre 1996 à l'hôtel l'Emera par les camarades fondateurs du mouvement. Article 1er. Il est créé, en ce jour du 23 octobre 1996, une alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, soutenue militairement par les forces combattantes de l'AFDL. Article 2. Le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'alliance. Derrière cette disposition se cache un point crucial. L'AFDL se voit attribuer le contrôle et la gestion des ressources naturelles du Congo. Ce pouvoir économique étendu lie dès lors la conquête militaire à la maîtrise du potentiel minier du pays, consolidant ainsi les intérêts économiques de la coalition et de ses soutiens régionaux. Article 3. L'Alliance devra demeurer une institution de l'État, canalisatrice de l'idéologie de libération. Ce passage traduit la volonté de faire de l'AFDL, non pas un simple mouvement de transition, mais une composante durable du futur appareil d'État, gardienne d'une idéologie révolutionnaire censée incarner le renouveau congolais. Article 4. Prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage à céder 300 km à l'intérieur du territoire congolais, le long des frontières, afin de sécuriser les voisins ougandais, rwandais et burundais contre toute insurrection rebelle. Cet article, lourd de conséquences, traduit une concession territoriale sans précédent. Il évoque la volonté des Alliés de redessiner la carte de l'Est du Congo, notamment la région du Kivu. Le 28 octobre 1996, le président rwandais Pasteur Bizimungu présente à la presse une carte du Grand Rwanda, précolonial incluant des portions de l'Est du Congo et du sud-ouest de l'Ouganda. Il déclare que si le Zaïre souhaite expulser les Banyamulenge, ils devraient également renoncer à leur territoire, en faveur du Rwanda. Bizimungu va même plus loin, évoquant l'idée d'une conférence internationale, baptisée Berlin II, pour redéfinir les frontières africaines héritées de la colonisation. Une déclaration qui révèle clairement l'ambition d'annexer, ou du moins de contrôler, les territoires du Nord et du Sud Kivu. Article 5. Dès que l'Alliance aura remporté la victoire, une rétribution spéciale sera allouée aux Alliés. Sa détermination est de la compétence de l'instance supérieure de l'Alliance. Cette clause prévoit une récompense pour les soutiens militaires et politiques étrangers. Une fois le pouvoir conquis, cette disposition trouvera une application concrète. Au Nord Kivu, les autorités nouvellement nommées remplacent plusieurs chefs coutumiers autochtones par des responsables Tutsis, notamment dans les territoires frontaliers du Rwanda et de l'Ouganda, Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et Walikale. Article 6. Tous les politiciens des années 60 et ceux ayant collaboré avec le régime de Mobutu seront mis en retraite politique. Dès le début de la campagne militaire, Laurent Désiré Kabila reprend cet article à son compte. Il en fera la première mesure symbolique de la nouvelle ère qu'il prétend incarner. Une rupture totale avec l'ancienne classe politique zaïroise. Article 7. La nationalité congolaise sera accordée collectivement aux camarades Banyamulenge et aux autres populations d'origine rwandaise établies dans le pays avant le 30 juin 1960. Cette disposition visait à régler définitivement la question de la citoyenneté des populations rwandophones installées au Congo, tout en assurant leur intégration politique et administrative dans le futur régime. Article 8. L'anglais et le swahili devront concurrencer le français dans l'espace linguistique du pays. Cet article, plus symbolique, illustre la volonté d'un basculement culturel et diplomatique. Il annonce une ouverture vers l'Est africain.